Bonjour, aujourd'hui on va faire les exercices préparatoires test 1. En fait, je vais voir avec vous les solutions, mais j'espère qu'avant, vous avez tenté de les faire au maximum par vous-même. Et puis, je vous dirais qu'avant le test, là, ce serait bon aussi de les passer en revue pour vous assurer que face aux différents types de questions, vous savez comment faire les démarches. C'est-à-dire, focussez pas tant que ça sur les calculs pour votre révision, un coup qu'ils sont faits une fois, mais regardez si vous êtes capable de cibler quelle est la démarche à suivre là, quand vous voyez une question. Donc, on commence. Alors, à la question 1, alors on lance une balle dans les airs. Pendant qu'elle monte, sa vitesse est orientée vers le haut. OK, donc la vitesse, c'est la direction dans laquelle sa position varie. Donc, elle monte. Donc, c'est vers le haut. Son accélération, par contre, elle va être orientée vers le bas. Même si elle est en train de monter, l'accélération est due à la force gravitationnelle, puis c'est une force qui s'exerce toujours vers le bas sur l'objet. Autre chose qu'on pourrait dire, c'est que si la vitesse est orientée vers le haut, mais qu'on sait que ça décélère en montant, ça veut dire que l'accélération doit être orientée en sens inverse, donc vers le bas. Pendant qu'elle redescend, ensuite, on dit la vitesse est orientée vers le bas. Donc là, elle a changé sa direction de son mouvement. Et son accélération est toujours orientée vers le bas. Pour les mêmes raisons, là, c'est dû à la gravitation terrestre. Maintenant, vrai ou faux? Un scalaire est caractérisé par une grandeur et une orientation. C'est faux. Un scalaire, c'est une quantité qui a seulement une grandeur, mais pas d'orientation. Par exemple, on a le temps qu'on travaille souvent avec, qui est un scalaire. Ensuite, en B, pour qu'un objet subisse une accélération, sa vitesse doit nécessairement augmenter. On a vu que c'est faux, ça aussi. Parce qu'une accélération c'est un terme général qui inclut aussi les décélérations. Donc, on pourrait avoir une accélération qui cause une diminution de la vitesse. En C, on demande lorsqu'une balle est lancée vers le haut, lorsqu'une balle lancée vers le haut atteint sa hauteur maximale, sa vitesse et son accélération sont nulles. Ça, c'est une question où il y a souvent des erreurs. On sait que la vitesse de la balle, quand elle monte, elle va atteindre la valeur de 0 parce qu'elle a ralenti avant de réaccélérer avec une vitesse vers le bas. Donc, la vitesse ici, elle est bien de 0 au sommet, mais pas son accélération. L'accélération, c'est la force que subit, c'est directement proportionnel à la force que subit l'objet dans les airs. Puis en tout temps, un objet dans les airs va subir la force gravitationnelle vers le bas. Donc même si temporairement la vitesse atteint la valeur de 0 au sommet de la trajectoire, la force s'exerce quand même dessus. C'est ce qui va faire que ça va commencer à redescendre. Donc l'accélération n'est pas nulle. Alors c'est une expression qui est fausse. Ensuite, on dit lorsque l'accélération d'un objet est constante, sa vitesse ne change pas. Mais coudonc, c'est tout des fous. C'est lorsque la vitesse est constante que celle-ci ne change pas. Une accélération constante, c'est un MRUA. Donc, l'effet de l'accélération, c'est juste qu'il est toujours le même, mais ça fait varier la vitesse, le fait qu'il y a une accélération. Donc, ça, c'est faux. Maintenant, question 3. Là, c'est par rapport à une approche graphique. On va imaginer ici que ce sont des paraboles. Là. Dans le fond, le logiciel, quand on fait le dessin, ça a fait des cercles, mais c'est supposé être des portions de paraboles. Donc, on dit, dans chaque cas illustré, il indiquait à quel moment la grandeur de la vitesse est nulle. Moi, je dis qu'on va commencer par le B, parce que ça, c'est plus simple. Le B, on lit sur l'axe des Y la valeur de la vitesse directement. Donc, on va à la vitesse de 0. Puis là, on constate que la fonction passe par là en A et en C. Donc, ça, c'est les moments où la grandeur de la vitesse est 0 dans ce graphique-là. Dans le graphique numéro 1, là, on a la position en fonction du temps. Dans un cas comme ça, la vitesse correspond à la variation de la position par rapport au temps, et ça, c'est la pente du graphique. OK? Fait que si on regarde la pente au début, elle n'est pas 0. Il y a une grande variation de vitesse ici, parce qu'il y a une grande pente. Là, ça s'aplanit un peu. Puis, on atteint une pente de 0 au sommet. Donc, ici, en B, la vitesse va être égale à 0 temporairement, donc à ce moment-là. Puis après ça, on a une pente qui va être négative, donc qui n'est pas nulle encore. Fait que c'est le seul moment, c'est le point B, où est-ce que la vitesse va être nulle dans cette situation-là. On demande à la question 4 d'expliquer les phénomènes suivants au moyen de la première loi de Newton. En A, on dit, pour enlever la neige sur ses bottes, on frappe ses pieds sur un mur. Et c'est un peu le principe, là, quand on visionnait une vidéo d'un mannequin dans une voiture qui n'était pas attachée. Si la voiture frappe
un objet puis s'arrête instantanément presque, ben le mannequin, lui, il continuait à vitesse constante parce qu'il n'était pas attaché. C'est un peu le même principe avec la botte sur le mur. Là, je pense que je vais juste le dire oralement. Vous pourriez trouver une phrase pour décrire ça, mais c'est que lorsqu'il frappe le mur, la botte va s'arrêter comme de façon très, très rapide, mais la neige qui n'est pas rattachée vraiment à la botte, elle va continuer son mouvement à vitesse constante, fait qu'elle va glisser, puis on n'aura plus de neige sur nos bottes ou beaucoup moins. Donc ça, c'est dû au fait que dans la première loi de Newton, on dit qu'un objet a tendance à continuer à vitesse constante à moins qu'une force s'exerce sur lui. OK, maintenant, pour prévenir des blessures au cou en cas de collision arrière, on installe des appuis-têtes dans les voitures. Alors, c'est un peu le même principe, c'est encore dû à la première loi de Newton. C'est que si on a une collision, quelqu'un frappe votre voiture par l'arrière, là, ce qui va arriver, c'est que la voiture va avancer très rapidement à cause du choc, mais la tête, elle va avoir tendance à continuer à la vitesse que la voiture avait avant, donc elle va être comme... Par rapport à la position de la voiture, elle va être projetée en arrière parce que la voiture va avancer très rapidement, mais pas la tête. Fait que s'il n'y a pas un appui-tête, ben on va se donner une grande blessure au cou, là, ça va donner un grand coup vers l'arrière. Donc, ça, je pense, honnêtement, c'est pas vraiment des questions que je vais reposer dans un examen parce que c'est difficile à expliquer. Ben, en fait, ce que je pourrais faire, c'est plutôt vous donner des choix de réponse. Fait que si vous voyez une question comme ça, ça va être comme 3-4 choix de réponse qui donnent des explications différentes. Vous allez choisir celui qui convient. Mais je ne vous demanderai pas de rédiger là, des grandes explications dans le test. Maintenant, à la question 5, on demande expliquer comment un patineur peut accélérer vers l'avant au moyen de la deuxième et troisième loi de Newton. Si on imagine un patin, comme ça, c'est la lame, puis là, la glace est en dessous. Donc, ce que va faire le patineur, c'est qu'il va pousser son pied vers l'arrière, fait une force vers l'arrière, puis là, ben, ça veut dire que d'après la troisième loi de Newton, la glace va faire une force en sens contraire sur le patin. La glace va résister vers l'avant. Donc ça fait en sorte que on a la possibilité d'avancer, un peu comme quand on marche, dans le fond. C'est le même principe que si on est en train de marcher. La deuxième loi de Newton, ça dit que la force totale égale la masse fois l'accélération. Donc là, il faut imaginer que la force que je dessinais vers l'arrière, ça, c'est la force que subit la glace. Mais lorsqu'on regarde l'accélération du patineur, il faut se fier à la force que subit le patineur. Donc la force que subit le patineur, c'est la glace qu'il a fait sur lui. Donc c'est celle que je mets avec une plus grosse flèche ici. Donc celle-là s'exerce sur le patin. Fait qu'on voit qu'on a une force vers l'avant sur le patin, ce qui va créer une accélération vers l'avant également. On continue avec la question 6. On suppose que la rondelle glisse à vitesse constante et le gardien de but, on veut savoir il y a combien de temps pour réagir. Donc, autrement dit, combien de temps ça va prendre à la rondelle pour arriver jusqu'au but, qui est à 8 mètres. Donc, si on écrit quelles sont nos informations, on a le déplacement. On pourrait aussi parler ici de distance parce que là, on imagine que c'est une ligne droite dans la direction du but. Déplacement qui va être de 8 mètres. Puis, on a la vitesse qui est de 80 km/h. Bon, les mètres et les heures, ce n'est pas des valeurs qui sont compatibles. On va aller transformer la vitesse en mètres par seconde. Donc, on fait 80 km/h. On a vu ensemble, on fait fois 1000 et on divise par 3600. On obtient une vitesse de 22,2 mètres par seconde. Donc, maintenant qu'on a la vitesse, on va utiliser... C'est une vitesse qui est constante parce que c'est sur de la glace. Là, on l'a précisé, mais même, on pourrait présumer, là, vu que c'est sur de la glace, puis une rondelle de hockey, ça va très, très vite. Donc, elle va rester pas mal stable à la même vitesse jusqu'à ce qu'elle parvienne au but. Fait qu'on va utiliser la définition d'une vitesse constante pour un mouvement rectiligne uniforme. Je vais prendre la version avec le delta x, mais ici, on pourrait travailler avec la vitesse scalaire moyenne aussi, comme j'ai expliqué. Donc ici, si je mets mes valeurs là-dedans, on isole delta t. Et le gardien dispose de 0,36 secondes pour réagir. C'est le temps que ça va prendre à la rondelle de se rendre au but. Pour la question 7, j'ai décidé de prendre une autre approche. Là, ça va mieux que mon tableau blanc. Donc, on a un promeneur qui fait un premier déplacement de 100 mètres vers le nord. Vous voyez, j'ai illustré la situation ici. Donc, déplacement 1 qui est vertical là, sur l'axe vers le nord.
Puis ensuite, il fait un deuxième déplacement de 50 mètres vers l'ouest. Donc, c'est vers la gauche, là, où les X négatifs. Fait que j'ai pris soin quand même que, sans que ce soit à l'échelle, mon vecteur du deuxième déplacement il est à peu près à moitié plus petit que celui du premier. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin du schéma parce qu'en A, on demande simplement quelle distance a-t-il parcouru. Je vous rappelle que la distance tient compte vraiment de la trajectoire de la personne, puis c'est cumulatif. Donc, on va prendre le premier déplacement de 100 mètres, puis on va lui additionner le 50 mètres. Donc, il a fait une distance complète de 150 mètres. En B, on demande quelle est la grandeur du déplacement effectué. Là, c'est le vecteur qui est en bleu, le déplacement. Donc, pour le trouver, on constate que ça va être relativement simple ici parce que chacun des déplacements qui ont été faits constitue une composante d'un déplacement total parce qu'on a un premier déplacement qui est seulement sur l'axe des Y, puis un deuxième qui est seulement sur l'axe des X. Donc, on le voit visuellement ici, on va simplement pouvoir utiliser la relation de Pythagore. 111,80 mètres. En C, on demande la vitesse scalaire moyenne du promeneur, donc la distance divisée par le temps écoulé. Donc là, la distance, on l'a déjà calculée en A, on a 150 mètres, puis on doit diviser ça pour avoir une vitesse par le temps écoulé, mais là, le temps est donné comme étant 5 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en secondes pour vraiment avoir une unité comparable à la réponse qui va être fournie, qui est en mètres par seconde. Donc, on a 5 minutes fois 60 secondes pour le temps complet. Je vais le calculer ici. C'est équivalent à 300 secondes. Donc, on fait 150 divisé par 300. Ça fait 0,5 mètres par seconde de vitesse scalaire moyenne. Mais après, on demande quelle est la grandeur de la vitesse vectorielle moyenne. Celle-là, c'est le déplacement par rapport au temps écoulé. Donc, le déplacement, c'est celui qu'on a calculé en B de 111,8 mètres. Et on divise ça encore par le 300 secondes. Ça nous donne 0,373 mètres par seconde. On poursuit avec le numéro 8. Donc là, on cherche la grandeur et l'orientation de la résultante des deux forces illustrées. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on considère les angles qui sont donnés, puis on constate que ce n'est pas l'orientation qui est donnée de façon conventionnelle. Fait que si on veut utiliser les équations qu'on connaît pour calculer les composantes, parce qu'on sait qu'une résultante de deux vecteurs qui ne sont pas alignés, on va devoir passer par le calcul des composantes. Ça nous prend les orientations conventionnelles sens antihoraire à partir de l'axe des X. À partir de l'axe des X, le vecteur 1, on cherche l'angle que je viens de faire apparaître. Fait que ce serait 180 degrés moins 30 degrés. Fait que θ pour l'angle 1, pour la force 1, ça va être 150 degrés, 180 moins 30. Ensuite, pour le vecteur 2, la force 2, là, on va faire le tour, là, on va aller faire 3 cadrans, donc 270, plus le 25 degrés. Ça veut dire que θ2 va être égal à 295 degrés. Donc, un coup qu'on a ça, on peut passer au calcul des composantes. On sait que la composante X de la force 1, ça va être sa grandeur 5 fois cos de son orientation 150 degrés. On obtient ici moins 4,330 newtons. On continue comme ça. Maintenant, F1Y, ça va être même grandeur 5 newtons, mais sin cette fois de notre 150 degrés. On obtient 2,5 newtons. Et pour la force 2, on fait des calculs similaires. Donc, F2x, ça va être cette fois une force de grandeur 8 newtons fois le cosinus d'une orientation de 295 degrés. Ça donne 3,381 newtons. Et finalement, dernière composante à calculer, F2y, ça va être 8 fois le sinus du 295 degrés. Et on obtient moins 7,25 newtons. Maintenant que nos composantes sont calculées, on va aller calculer la force résultante, sa composante en X, en faisant la somme des composantes X des forces 1 et 2. Alors, on va faire moins 4,33 plus la composante en X du deuxième, qui est de 3,381. Ça nous donne une valeur de moins 0,949 newtons. Donc là, on a trouvé une des composantes de la résultante. On fait les mêmes étapes pour le Y. Ça va être la somme des deux composantes Y. Donc la 1 de 2,5 newtons additionnée à la 2 qui est de moins 7,25 newtons. Ça fait moins 4,75 newtons. Donc là,
j'ai mes deux composantes de mon vecteur. Je vais aller chercher la grandeur de la force résultante en faisant le théorème de Pythagore. Donc, la grandeur ici, je ne mets pas de flèche si je calcule simplement la grandeur pour l'instant sur le symbole le F résultante. Là. La force résultante a une grandeur de 4,84 newtons. Là, ce vecteur-là, si on considère les composantes qu'on a obtenues, il n'est pas dans le premier cadran. Okay? Ça, c'est important à remarquer quand on va calculer l'orientation de cette force-là. Là, on constate qu'on va avoir à rajuster la valeur de l'angle qu'on va calculer. Voyez-vous que si on a une composante en X qui est négative, donc ça va être de ce côté-là de l'axe des X, puis une composante Y qui est négative, mon vecteur va être dans le cadran 3. Ma formule que je vais utiliser, qui est ceci, ça va me donner un angle θ qui va être entre le plus proche de l'axe des X, là, disons directement par rapport à l'axe des X, entre le vecteur et l'axe des X. Donc, voyez-vous, ce n'est pas l'orientation conventionnelle. Il va falloir que, après ça, on ajoute 180 degrés à notre valeur de θ pour aller calculer l'angle. Fait que là, si je fais le calcul, θ me donne 78,7 degrés. Donc, j'ai 78,7 degrés ici. Mais là, je vais écrire comme l'angle corrigé. Là, j'ai mis une petite étoile. C'est 180 degrés plus le 78,7 degrés, ce qui va vraiment me donner un angle dans le troisième cadran. Et là, j'obtiens la véritable orientation du vecteur qui est de 258,7 degrés. Donc là, on va écrire notre réponse. Alors, le vecteur de force résultante, cette fois, je vais donner la force, la grandeur et l'orientation. Donc là, je mets une flèche sur mon symbole force résultante. Alors, c'est une valeur de 4,84 newtons à une orientation de 259 degrés. Je vais l'arrondir à 3 chiffres significatifs. Donc, voilà, ça c'est notre réponse. À la question 9, on lance une balle avec une vitesse initiale de 4 mètres par seconde vers le haut, puis on demande à quelle hauteur maximale va atteindre la balle par rapport à son point de départ. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont données, mais on va y aller avec d'abord noter quelle est la vitesse initiale, fait que c'est plus 4 mètres par seconde. J'ai mis plus dans le sens que faut quand même réfléchir là, quand on fait un numéro comme ça, où on va faire ici, c'est de la cinématique, on va utiliser une des équations du MRUA. Faut tenir compte du signe de l'orientation des vecteurs de vitesse, de position, déplacement, c'est-à-dire, et accélération. Donc, la vitesse initiale est vers le haut, fait que c'est plus 4. On sait aussi que pour tout objet qui est libre dans les airs, parce que là, un coup qu'elle est lancée, la balle, ben, elle est libre, on ne la touche plus. On a l'accélération gravitationnelle de moins 9,8 mètres par seconde carré. Finalement, la dernière chose qu'on sait, c'est que la balle, elle va partir avec cette vitesse-là de plus 4 mètres par seconde. Puis là, à mesure qu'elle monte, elle va ralentir. Donc, au sommet, sa vitesse finale, si on considère le mouvement vers le haut, ça va être 0. Alors, on va y aller avec l'équation qui permet d'aller calculer le plus directement possible le déplacement dans un contexte comme ça. Fait qu'on a une accélération. Alors, on y va avec une équation du MRUA que vous avez dans votre page 60 et que vous avez aussi dans votre feuille aide-mémoire qui va être fournie dans l'examen. Donc, celle qui est le plus directe, c'est celle qui ne comporte pas la variable de l'intervalle de temps parce qu'on ne travaille pas avec ça ici puis on ne le cherche pas. Donc, c'est la formule avec les vitesses au carré. Si j'insère mes valeurs là-dedans, voici ce que ça donne. Donc, ici, pour isoler, on va d'abord faire le 4, on va le mettre au carré, ça donne 16. Puis, j'ai combiné la multiplication, le produit ici de 2 fois 9,8. Ça me donne moins 19,6 qui est multiplié par le delta Y. Donc, ça, c'est comme un morceau, là, vu qu'il y a une multiplication entre les deux. Je veux me débarrasser du signe négatif, donc je vais additionner plus 19,6 delta Y de chaque côté. Alors, il me reste qu'à diviser de chaque côté par 19,6 pour obtenir le déplacement vertical qui est de 0,816 mètres ou si on l'écrit en centimètres, 81,6 cm. Remarquez là, ici là, que ça, c'est la réponse parce qu'on demandait la hauteur maximale. Mais la hauteur maximale, elle est par rapport au point initial, ça correspond à la même valeur que notre déplacement qui est positif et vers le haut. Ensuite, la question 10. On a un graphique ici qui présente la vitesse en fonction du temps pour la composante X là, de vitesse d'une automobile. On veut d'abord trouver l'accélération de l'automobile selon cet axe X. Donc, si on veut trouver l'accélération, il y a deux façons de voir les choses. Là, on peut dire l'accélération, c'est donné par
la variation de la vitesse par rapport au temps. Mais vous voyez ici, comme la vitesse, c'est l'axe des Y sur notre graphique et la variation du temps, c'est l'axe des X, bien, ça correspond aussi à faire le calcul de la pente à partir de 2 points. Donc, on va choisir 2 points sur notre graphique. Ici, la pente ne change pas, fait qu'on peut prendre n'importe quelle coordonnée qui arrive de façon vraiment précise. On va y aller simplement avec la valeur initiale et finale de notre graphique. Je vais faire accélération égale vitesse finale moins vitesse initiale sur le temps final moins le temps initial, ce qui correspond à notre pente. Donc, la vitesse finale, si on va la lire sur l'axe Y, c'est 0. On a 0 à la fin. On soustrait, initialement, on avait 12 mètres par seconde. Puis, le temps final est de 15 secondes et le temps initial est de 0. Notre accélération est donc de 0,8 mètres par seconde carrée. On demande ensuite le déplacement de l'automobile selon l'axe des X. Pour le déplacement, ça dépend quel graphique qu'on a. Ici, on a un graphique de la vitesse en fonction du temps. On a vu un truc mathématique pour calculer le déplacement dans ces circonstances-là, c'est d'aller calculer l'aire entre notre fonction puis l'axe du temps. Donc ici, on va calculer à partir d'un triangle. Donc delta x, le déplacement correspond à l'aire. Fait que delta x, ça va être égal à... Là, j'ai un triangle qui a une hauteur qui est en mètres par seconde. Okay? J'ai 12 mètres par seconde de hauteur. Je multiplie par la base qui fait un temps de 15 secondes. Donc, hauteur fois base sur 2. Vous voyez ici aussi que les secondes vont s'annuler et on va obtenir un déplacement en mètres. Donc, 90 mètres est le déplacement de l'automobile. À la question 11, on va aller chercher les composantes x et y d'un vecteur de vitesse. On a fait quelque chose de similaire tantôt avec le calcul là, de la résultante. On avait besoin d'aller chercher les composantes des forces. Donc, la première étape, c'est comme on avait fait tantôt, c'est d'aller chercher l'orientation de notre vecteur parce que ce n'est pas 30 degrés. Donc, pour ce qui est de l'orientation du vecteur, on va plutôt dire que c'est 30 degrés de moins que nos 3 cadrans qui seraient 270. Donc, on prend le 270 et on lui enlève le 30 degrés. Ça va nous faire 240 degrés d'orientation. Après, ben là, c'est assez systématique, c'est-à-dire on va chercher nos équations pour les composantes, sauf que cette fois, c'est avec une vitesse, mais c'est la même recette, si on veut, là. Donc, on va prendre la grandeur du vecteur qui est 10 mètres par seconde, cosinus de son orientation de 240 degrés. Pour la composante en x, ça fait moins 5 mètres par seconde. Donc, c'est pas des newtons ici parce que notre grandeur, c'était une vitesse en mètres par seconde. Maintenant, composante y, c'est 10 fois le sin de l'orientation de 240 degrés. Et ça nous donne moins 8,66 mètres par seconde. OK, à la question 12, maintenant, on a un bloc de masse 8 kg qui est posé sur un plan incliné, puis il reste en place. Donc, c'est immobile. On veut tracer d'abord le diagramme des forces, ou on peut appeler ça le diagramme de corps libre, des forces qui s'exercent sur le bloc. Ici, on a un bloc qui est tracé, mais on a aussi un repère cartésien. Donc, on va le faire aux deux endroits. On va commencer par le faire directement sur le bloc. Sur le bloc, on sait que le bloc a une masse, donc il est attiré par la Terre. Ça, c'est la force gravitationnelle et cette force-là est dirigée verticalement vers le bas, vers le centre de la Terre. Ensuite, ce qui l'empêche de traverser la surface du plan incliné, c'est une force qui est perpendiculaire au plan incliné, qui agit en sens contraire de si le bloc traversait cette surface-là. Donc, ça, c'est la force normale. Puis finalement, si le bloc reste en place, c'est parce qu'il y a une force de frottement statique. Celle-là va être parallèle au plan incliné, comme ceci. On a une force de frottement. Donc, je vais aller transposer ces forces-là sur mon plan cartésien. Ce ne serait pas obligatoire là, à l'évaluation, mais je trouve que ça clarifie les choses pour aller chercher les orientations de chacune des forces. Maintenant, en B, on demande de calculer la grandeur de la force normale qui agit sur le bloc. Donc là, on va aller calculer la force normale. Si on veut aller la chercher, on va utiliser la deuxième loi de Newton qui nous dit que la force totale est égale à la masse fois l'accélération. Là, on va travailler, il faut faire cette équation-là, il faut la travailler en composantes. Donc, on va le faire ici selon l'axe Y. Pourquoi? C'est parce que la force normale est située sur cet axe-là, puis c'est elle qu'on cherche.
Donc, je vais réécrire mon équation en composantes. Force totale en Y, donc la somme de toutes les composantes de force en Y va être égale à ma masse fois mon accélération en Y. Mais bien sûr, dans cette situation-ci, on n'a aucune accélération, donc ça, c'est égal à 0. Alors là, si j'ai besoin d'aller chercher des composantes de force, ça va me prendre l'orientation de chacune des forces. Donc, je retourne à mon diagramme de force ici. Puis, pour la normale, ça, c'est simple. On a une orientation ici qui est 90 degrés. Θ normale, 90 degrés. Pour la force de frottement, c'est 2 cadrans. Donc, θ pour la force de frottement, c'est 180 degrés. Maintenant, le plus difficile, c'est d'aller chercher l'orientation pour notre force gravitationnelle. Celle en vert ici. Ce qu'on fait pour trouver ça, c'est qu'on trace un petit pointillé ici qui représente le sol. Puis on sait que le plan est incliné à 25 degrés au-dessus du sol. Puis on a 90 degrés de l'autre côté parce que ça forme un triangle rectangle vu que la force gravitationnelle est verticale. Donc, sachant que la somme des angles internes d'un triangle donne 180 degrés, je peux faire 180 moins 25 moins 90. Puis là, j'obtiens l'angle au sommet du triangle qui est 65 degrés. Alors, maintenant, je retourne à calculer mon orientation pour la force gravitationnelle. Ça va donc être un tour complet moins le 65 degrés. Donc, 360 moins 65 degrés, ce qui fait 295 degrés. Donc, maintenant, je vais pouvoir aller calculer chacune des composantes en Y. Fait que je vais faire la force totale en Y. Fait que je vais faire, OK, force normale en Y plus force de frottement en Y plus force gravitationnelle en Y égale 0 parce qu'il n'y a pas d'accélération. La force normale, je la cherche. Donc, sa grandeur, je la laisse en symbole. Puis là, si je veux une composante Y, je fais le signe de l'orientation qui, dans son cas, est 90 degrés. Après ça, j'ajoute la force de frottement en Y. Celle-ci aussi, je ne la connais pas, mais techniquement, je n'ai pas besoin parce que tout ça va me donner 0. Voyez-vous que ma force de frottement, elle n'est pas du tout en Y, elle est toute sur l'axe des X. Donc, si on faisait le calcul, on pourrait l'écrire, là, ce serait la force de frottement fois le sinus de 180 degrés. Mais le sinus de 180 degrés, ça donne 0. Donc, peu importe, on ne sait pas c'est quoi la force de frottement, mais en le multipliant par 0, ça reste une valeur de 0. Ensuite, on a la force gravitationnelle. Là, il faut aller chercher sa grandeur qui va être la masse de 8 kg fois le 9,8. Puis, on va pouvoir faire fois le sinus de son orientation de 295 degrés. Et là, ça, c'est sa composante Y. Donc, tout ça doit donner 0. Le sin de 90, ça fait 1. Donc, je me retrouve avec la force normale ici. La force gravitationnelle, c'est 78,4. Ça, c'est ce qu'il y avait entre parenthèses. J'ai encore à le multiplier avec le sinus de 295. Ça va me donner 0. Là, je fais le calcul de ce morceau-là. J'obtiens moins 71,05. Donc, en isolant, la grandeur de la force normale est de 71,1 newton si on l'arrondit à 3 chiffres significatifs. À la question 13, on a un objet qui se déplace avec une vitesse de 3 mètres par seconde en ralentissant autour de 0,5 mètres par seconde carré. Donc, on va juste écrire ici, on a la vitesse initiale qui est de 3 mètres par seconde. Puis, un ralentissement, donc une accélération qui va être de signe contraire à la vitesse. Fait que j'ai dit la vitesse est positive là, parce qu'on n'a pas vraiment d'informations sur la direction. Fait qu'on va choisir ça. Puis, l'accélération à ce moment-là serait négative pour s'opposer à la vitesse puis la faire diminuer. Moins 0,5 mètres par seconde carré. Donc, on demande quelle est sa vitesse après 3 secondes pour la question A. Donc, intervalle de temps de 3 secondes. Fait qu'on a affaire à un MRUA. On va aller chercher quelle équation va nous permettre de calculer la vitesse finale de façon directe avec les informations qu'on a ici. L'équation qui va être la plus directe, c'est celle qui représente la définition d'une accélération. Elle peut être écrite sous la forme A égale delta V sur delta T. Ou encore, on peut l'écrire comme vitesse finale égale vitesse initiale plus l'accélération fois le delta T. C'est la même équation, là, juste écrite différemment. Je vais la prendre dans la forme ici où j'ai mis une flèche. Donc, ma vitesse finale que je veux obtenir va être égale à ma vitesse initiale de 3 plus une accélération négative de moins 0,5 multipliée par l'intervalle de temps de 3 secondes. Donc, la vitesse finale est maintenant de 1,5
mètres par seconde lorsqu'il s'est écoulé 3 secondes. En B, on demande quel a été le déplacement pendant les 3 secondes. Là, on parle du même intervalle de temps, donc on a les 3 mêmes données là. Okay? On avait écrit la vitesse initiale de 3 mètres par seconde, l'accélération, le temps, mais en plus, maintenant, on a la donnée de la vitesse finale qui s'ajoute à ça. Fait qu'on a le choix de plusieurs équations du MRUA. Je vais en prendre une au hasard, là. Donc, je vais prendre celui avec delta X égale la plus longue, là. Vitesse initiale fois delta T plus une demi fois accélération fois delta T au carré. Donc, delta X va être égal à la vitesse initiale 3 fois le temps 3 secondes plus une demi fois l'accélération de moins 0,5 fois le temps de 3 secondes au carré. Là-dedans, il ne faut pas oublier la priorité des opérations. 3 fois 3, ça me fait 9. Plus, ici, si je fais 3 au carré, qui fait 9 aussi, multiplié par 0,5 négatif et multiplié par une demi, donc divisé par 2. Là, j'obtiens, en tout, là, cette opération-là fait moins 2,25. Donc, c'est comme finalement, c'est une soustraction. Delta X égale 9 moins 2,25. Alors, on a ici 6,75 mètres de parcouru. Okay. Dans la question suivante, on a ici un objet qui est lancé vers le bas à une vitesse de 3 mètres par seconde à partir d'une hauteur de 2 mètres. Puis là, on veut trouver sa vitesse juste avant qu'il touche le sol. Fait que pour commencer, on va noter notre vitesse initiale. Puis, comme tantôt, il faut faire attention aux signes, là, parce qu'on va travailler avec les équations du MRUA, puis on travaille en composante ici sur un axe Y. Fait que c'est lancé vers le bas. Alors ça veut dire que par rapport à un axe conventionnel Y vers le haut, ça, c'est une vitesse initiale qui a une composante négative, donc moins 3 mètres par seconde. Ensuite, on sait que ça va être lancé vers le bas, donc là, ça va être dans les airs, fait que l'accélération va être l'accélération gravitationnelle de moins 9,8 mètres par seconde carré. Puis, on sait la position initiale, la hauteur initiale, c'est 2 mètres. Maintenant, en A, si on y arrive au sol, quelle est la vitesse d'impact? Donc, pour faire le calcul ici, on va commencer par aller chercher notre déplacement. Je préfère toujours travailler avec le déplacement, moi, donc c'est la position finale moins initiale. On va faire 0 moins 2. On a un déplacement de moins 2 mètres. Vous pourriez aussi l'avoir écrit directement, ça, parce que si vous avez remarqué que ça va descendre de 2 mètres. Maintenant qu'on a ça, si je vais voir dans les équations, pour trouver la vitesse finale, l'équation du MRUA, qui va être la plus directe, c'est celle avec les vitesses au carré. Donc ici, vitesse finale au carré, c'est ce que je cherche. La vitesse initiale, c'est moins 3 au carré, plus 2 fois moins 9,8 fois mon moins 2. Alors, la vitesse finale au carré va être égale à moins 3 au carré, ça fait 9, plus tout ce morceau-là ici, là, 2 multiplié par moins 9,8 multiplié par moins 2. Les moins vont s'annuler, puis ça fait 39,2. Puis, j'obtiens 48,2. Donc, ça, c'est le carré de ce que je veux trouver. Fait que la vitesse finale va être égale à la racine carrée de 48,2. Quand on fait une racine carrée, la calculatrice nous donne juste la valeur positive, mais vous savez qu'on peut aussi multiplier deux valeurs négatives pour obtenir le même carré. Donc, ici, je vais écrire plus ou moins 6,94 mètres par seconde. Parce que réellement, c'est ça la racine carrée de 48,2. Elle a deux solutions. Maintenant, on va décider c'est laquelle qui est la bonne. Si ce qu'on veut, c'est la composante de vitesse en Y, là, c'est habituellement la façon qu'on travaille en cinématique, là, comme par exemple la vitesse initiale, c'était la composante. Donc, on va retenir la valeur négative parce que c'est en train de se diriger vers le bas en arrivant au sol. Donc, la vitesse finale, sa composante Y va être de moins 6,94 mètres par seconde. Maintenant, il y avait une question B. Quelle a été la durée de ce mouvement? Ici, en B, là, on a encore une fois plusieurs informations. Là, on en a qui se sont ajoutées. On a notre vitesse initiale, l'accélération, on a notre déplacement. Puis maintenant, on sait aussi quelle est la vitesse finale. Fait que si on veut chercher la durée, on a plusieurs choix d'équations. J'en prends une encore au hasard. Disons que je prends delta Y égale 1/2 vitesse initiale plus vitesse finale fois delta T. Vous pourriez très bien en avoir choisi une autre, là. Mais ça devrait donner le même delta T là,
à très peu de choses près. Des fois, il y a un petit arrondissement qui va modifier la dernière décimale, mais c'est tout. Donc, delta Y, c'est moins 2 mètres. C'est égal à 1/2 fois vitesse initiale de moins 3, plus la vitesse initiale, finale, de moins 6,94, fois le delta T. Donc là, je dois isoler le delta T. Pour commencer, ce que je pourrais faire, là, ça, c'est multiplier. Ma demi multiplie tout le reste. Donc là, je pourrais faire x2 de chaque côté de l'équation. Je vais me retrouver avec moins 4 ici, à gauche. Puis, après ça, j'ai ma parenthèse, là. Fait que j'ai moins 3, moins 6,94. Ça me fait moins 9,94 fois delta T. Donc, finalement, vous voyez, je peux diviser le moins 4 par moins 9,94 et j'obtiens le temps écoulé. C'est 0,402 secondes. À la question 15, on a Jules puis Thérèse qui font chacun une force sur une lourde pierre pour essayer de la bouger. Et puis, on a leur ami Roger qui fait une troisième force pour annuler les forces 1 et 2 faites par Jules et Thérèse. Donc, il fait une équilibrante des forces 1 et 2. On demande d'abord, est-ce que la force exercée par Roger sera de 750 newtons? Donc, on aurait une valeur de 750 newtons si on pouvait le déduire de façon à se fier simplement aux grandeurs des deux premières forces. Là, donc, 250 newtons et 500 newtons, si on les additionnait, ça donne 750 newtons. Mais pour répondre à cette question-là, on va d'abord visualiser les forces parce que la réponse va dépendre si nos forces sont alignées entre elles. Si on regarde là, la force 1, elle a une direction de 35 degrés. C'est celle qui est en bleu qui vient d'apparaître. Ça va être la force 1 faite par Jules de 250 newtons. Puis la deuxième force va être, on va prendre une flèche à peu près 2 fois plus longue là, parce que 500 newtons le double. Elle est à 135 degrés. Donc ça va être notre force 2 qui est jaune-vert. Alors on voit que nos deux forces ne sont pas alignées entre elles. Donc on ne pourra pas simplement dire la force exercée par Roger sera de 750 newtons. Donc la réponse c'est non. Donc pourquoi? C'est parce que les deux forces n'agissent pas dans la même direction. Okay, supposons que j'avais deux forces 1 et 2 là, alignées comme ça. J'aurais 250 dans la direction du 1, 500 dans la direction du 2, mais c'est la même direction, donc elles s'additionneraient complètement. Fait que la grandeur équivalente à ce total-là, ça serait 750 newtons. Donc là, à ce moment-là, je pourrais faire une force F3 en sens opposé de 750 newtons pour les équilibrer. Mais là, ce n'est pas le cas ici. OK? Donc, c'est pour ça, vu que les deux forces n'agissent pas dans la même direction, on ne peut pas appliquer ce raisonnement-là. Maintenant, en B, on demande lequel des schémas ci-dessous montre la façon correcte de déterminer la force 3 exercée par Roger. La force 3, c'est une équilibrante. Quand on cherche l'équilibrante, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on va dire que la somme des 3, la 1, la 2, plus la force équilibrante, la 3, vont donner 0. Donc, finalement, faire ça dans un schéma, c'est mettre les forces 1, 2 et 3 une au bout de l'autre. Puis, si c'est égal à 0, ça revient à l'origine de départ. Donc là, je regarde, OK, ma force 1 était à 35 degrés, donc c'est la verte qui est représentée ici. Donc, tous les schémas ici, si on part de la force 1, ils commencent là, d'en bas. Ensuite, on ajoute la force 2 qui pointe à 135 degrés. Donc, il faut que la 2, pour l'ajouter, soit au bout, à la fin de la flèche de la 1. Donc là, ça nous élimine deux situations. La force 1 et la force 2 dans le schéma B et dans le schéma C ne sont pas additionnées, là. Ce sont juste des forces qui sont représentées à l'origine, comme je venais de faire. Il nous reste les choix A et D. L'équation qu'on regarde, la force 3, est additionnée à la force 2. Donc, elle part du bout de la force 2, puis elle revient à l'origine pour que ça donne 0. Donc, la bonne réponse, ça va être que c'est la représentation A qui montre comment déterminer la force équilibrante faite par Roger. Ensuite, on demande quelle est la grandeur et l'orientation de la force exercée par Roger lorsqu'il annule les forces exercées par Jules et Thérèse. Donc, on nous demande de trouver la force 3. Donc ici, j'ai mis le calcul des composantes. On a la force 1 en X à partir de grandeur cos de l'orientation, force 1 en Y, grandeur de la force 1 sin de son orientation, ainsi de suite. On continue pour la force 2, les composantes X et Y. Maintenant, on met ça dans notre équation, comme on a fait dans le laboratoire de la semaine dernière. Donc, F1X plus F2X plus F3X égale 0. On sait que si on peut additionner nos trois vecteurs ensemble,
puis que ça donne 0 graphiquement, là, en tenant compte de leur orientation, ça veut dire qu'on peut faire la même chose avec leurs composantes selon chacun des axes. Donc, pour l'axe des X, on a 204,8. Mon crayon change de couleur tout seul, c'est un peu bizarre. Plus le moins 353,6. Donc ça, c'est les forces 1 et 2 additionnées en X. Plus, là, la troisième, ben, je la cherche. Fait que je vais écrire F3X égale à 0. Alors, je vais commencer par faire le calcul de nos deux chiffres à gauche. J'obtiens moins 148,8 plus F3X égale 0. Donc, la composante X de l'équilibrante ou la force 3, ça va être plus 148,8 newtons. Parce que là, en l'isolant, je l'envoie de l'autre côté, ça change de signe. Fait qu'on continue avec un calcul similaire en Y. On a obtenu ici, comme composante Y, une valeur de moins 497 newtons. Si on continue, on va aller chercher la grandeur de la force F3. On va faire la racine carrée de notre valeur de 148,8 au carré, plus le moins 497 au carré. On obtient 518,8 newtons. Pour l'orientation, il faut vérifier d'abord, est-ce qu'on va avoir à corriger notre angle qu'on va calculer. On a ici un vecteur qui a une composante Y négative, mais X positive. Donc, il se trouve à être dans le 4e quadrant comme ceci. Alors, ça veut dire que l'angle que je vais calculer est ici, entre l'axe des X, là, directement, puis mon vecteur. Ça, je l'obtiens en faisant arc-tangente de la composante Y, moins 497, sur la composante X, 148,8. Et ça donne moins 73,3 degrés. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait avec cette valeur-là? Bien, on veut plutôt donner une orientation positive, là, conventionnelle à partir de l'axe des X en tournant dans le sens anti-horaire. Ici, l'angle θ, en fait, là, dans le schéma, c'est la valeur absolue du 73,3 newtons. Donc, on constate qu'on va avoir une orientation corrigée de 360 degrés, un tour complet moins le 73,3 degrés. Et ça donne 286,7 degrés. Donc, si on écrit notre réponse complète, F3, la force F3 est égale à, on va arrondir à 3 chiffres significatifs, 519 newtons à une orientation de 287 degrés. OK, on poursuit maintenant la question. On dit, là, Roger, pour s'excuser d'avoir niaisé ses deux amis, il va maintenant faire une force tout seul qui peut remplacer les forces de Jules et Thérèse. Donc, autrement dit, la force qu'il va faire, c'est la résultante ou le total des forces 1 et 2 faites par Jules et Thérèse. On demande quel schéma ici représente une façon correcte de déterminer la force 3, la résultante. Donc là, on a encore un peu une situation, comme tantôt, on va se demander, bien, qu'est-ce qu'on fait comme calcul? On fait F1 plus F2 cette fois. Là, cette fois, ça va être égal à notre force résultante, qui est la 3. Je vais écrire résultante parce que vous êtes habitué de travailler avec ça, mais c'est la 3, là, ici, qui est égale aux deux premières additionnées ensemble. Donc là, on va avoir encore, à partir du point de départ, la force 1, puis au bout, on additionne la force 2. Donc, ça élimine encore les schémas B et C, qui ne représentent pas ça, qui représentent les forces 1 et 2 juste à l'origine. Donc là, on se doute que ça va être le choix contraire de tantôt. Et c'est le cas, parce que la force résultante pointe dans le sens contraire de ce qu'on faisait tantôt, l'équilibrante. La force résultante, elle part de l'origine, puis elle rejoint la fin de notre somme. La somme, ici, se termine au bout de F2, donc la force résultante se termine là. Donc là, le bon schéma, c'est D. Je veux vous faire remarquer ici que la force résultante et la force équilibrante sont toutes deux de sens complètement contraire. Mais sinon, leur grandeur est la même. Fait que ça va nous aider pour répondre à la question suivante sans recommencer un gros calcul comme on a déjà fait. Parce que là, on a déjà passé beaucoup de temps à calculer les composantes, puis la grandeur et l'orientation de l'équilibrante, mais on peut se servir de ces réponses-là pour répondre à la question E. Okay? Parce que là, on demande ce serait quoi la grandeur et l'orientation de la force résultante faite dans la nouvelle situation. Bien, la force résultante, je vais juste vous noter ici,
Dans la notation vectorielle, quand on met un négatif à un vecteur, ça inverse sa direction. Fait qu'on va dire que c'est moins la force équilibrante. OK? Autrement dit, cette équation-là que je viens d'écrire, ça exprime que la force résultante est de même grandeur, mais de sens contraire à la force équilibrante. Sachant ça, bien, on va pouvoir dire que la grandeur de la force résultante, c'est la même que la force équilibrante. Donc, c'était 518,8 newtons. Mais l'orientation, elle va être inversée. Donc, tantôt, on avait une orientation dans le cadran 4 ici, avec l'angle de 73,3 degrés. Bien là, ça va être complètement inversé. Donc, c'est comme si j'ai un axe de symétrie ici au niveau de l'axe Y, là. Fait que le 73,3, je peux le déplacer là. Une autre façon de le raisonner, c'est juste de dire, ben j'ai un angle ici qui est dans le cadran 4. Si j'y enlève 180 degrés, je vais être dans le cadran 2 puis je vais avoir l'angle dans la direction inverse. C'est ce que je vais faire ici. Je vais juste dire que c'est donc le 286,7 degrés moins 180 degrés. Bien sûr, quand on a un angle qui est petit, bien là, on va ajouter 180 degrés pour inverser la direction. Parce que d'habitude, conventionnellement, on ne dépasse pas 360 degrés. Puis, on ne veut pas non plus aller en dessous du zéro. Mais c'est un angle en sens inverse, donc il y a toujours une différence de 180 degrés entre les deux. Entre le sens de la résultante et le sens de l'équilibrante. On obtient un angle de 106,7 degrés. Donc, je vais récapituler ici la force résultante, la nouvelle force F3. C'est égal à 519 newtons à 107 degrés. Je veux voir là, dans un examen que si jamais je vous demande, par exemple, de calculer toute la démarche pour, ben, je vous demande la résultante, puis là, vous faites une grande démarche, puis après ça, je vous demande l'équilibrante, ben, je veux pas que vous recommenciez à zéro, là. Je m'attends à ce que vous soyez capable de répondre à cette deuxième question-là très rapidement. Je ne vais pas vous allouer un autre 15 minutes pour faire un long calcul. Il faut que vous ayez compris que quand on en a une, on peut trouver l'autre. On a juste à inverser la direction. Alors, pour la question 16, je pense que si vous êtes rendu là, celui-ci va vous paraître pas mal facile. Alors, on demande la grandeur de l'accélération quand on connaît ses composantes. Donc, pour faire ça, on va procéder en A pour trouver la grandeur par l'équation de Pythagore. Donc, la grandeur d'accélération va être égale à la racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré. Ça donne ici 3,61 mètres par seconde carré. Donc, attention aux unités. C'est pas parce que c'est un vecteur que c'est des newtons, même quand on fait beaucoup de force. Ici, c'est vraiment une accélération. Et puis, en B, on demande son orientation. On a ici deux composantes positives. Donc, c'est dans le premier cadran. Alors, il s'agit simplement d'aller insérer les composantes Y et X dans l'équation de la tangente. Et on obtient ici l'orientation qui est de 56,3 degrés. On va terminer avec la question 17. Ici, on demande la grandeur de la force gravitationnelle entre deux astéroïdes dont on donne la masse et on connaît aussi la distance qui sépare les deux. Donc, disons que ça, c'est mon astéroïde numéro 1 et le 2. Il y a une force gravitationnelle ici qui les attire l'un vers l'autre. Puis, la distance qui sépare les deux, c'est la valeur R dans l'équation de la force gravitationnelle universelle. Cette équation-là se calcule de la façon suivante. On multiplie la constante de gravité universelle par le produit des masses 1 et 2 et on divise par la distance qui sépare le centre des deux objets en mètres au carré. Donc ici, avec les valeurs qu'on connaît, la valeur de la constante de gravitation universelle vous est donnée. C'est 6,67 fois 10 à la moins 11. On multiplie par la masse 1 qui est de 84 500 kg. Et on multiplie par la masse 2 qui est de 657 kg. Je n'avais pas écrit mes unités ailleurs, là, mais... Ensuite, on divise par la distance qui sépare les deux. Donc, ça doit être en mètres, cette distance-là. Fait que 3,59 km, on fait fois 1000. Il y a 1000 fois plus de mètres que de kilomètres. Donc, on a 3590 mètres qu'on va mettre au carré. Donc, la réponse, c'est 2,87 fois 10 à la moins 10 newtons.
Donc, c'est une toute petite force parce qu'il n'y a aucun des deux là, qui est une planète. Donc, même si on parle d'une grande masse, là, 84 500 kg, c'est rien à côté d'une planète. Donc, dans les objets comme ça qui ne sont pas extrêmement massifs, les forces gravitationnelles sont quand même assez faibles. Alors, ça fait le tour. On a fini le document d'exercice de révision. Je sais qu'il y avait beaucoup à préparer. Maintenant, si vous avez bien compris les démarches, vous êtes prêt pour votre examen de cette semaine. Merci. Au revoir.